Le soleil déclinait déjà à l'horizon lorsque la diligence s'arrêta près d'une enseigne en bois aux lettres délavées. Red Rock. Victoria Astor, serrant contre sa poitrine une petite valise usée, prit une profonde inspiration. La poussière s'était incrustée dans sa simple robe brune, ses cheveux s'étaient échappés de sa modeste coiffure, et son visage portait les traces d'un long voyage. Parfait. Personne ne reconnaîtrait en elle l'héritière d'un empire bancaire. Betsy Thompson se rappela-t-elle en ajustant ses gants bon marché. C'était le nom qu'elle se répétait depuis 3 semaines, pendant son voyage de New York jusqu'à ce trou perdu du Texas. La station offrait un spectacle pitoyable, un auvent penché, des murs fissurés et un unique banc sur lequel somnolait un vieil homme coiffé d'un chapeau élimé. L'air était imprégné d'une odeur de sueur de cheval, de poussière et de quelque chose d'autre, de sauvage, de primitif. Une odeur qu'elle n'avait jamais sentie dans les salles de marbre du manoir des Astor, sur la 5e avenue. « Miss Thompson ?» retentit une voix bourrue dans son dos. Victoria se retourna et se figea. Devant elle se tenait un homme de haute taille, vêtu d'un pantalon de cuir, d'une chemise à carreaux et d'un chapeau à large bord qu'il retira poliment, révélant des cheveux sombres et un visage hâlé. Ses yeux gris l'examinaient attentivement, et Victoria sentit son cœur manquer un battement. « Je suis Ethan Coulter », poursuivit-il, et sa voix lui parut veloutée malgré sa rudesse. « J'ai reçu votre lettre concernant le poste de gouvernante. »« Oui, c'est moi », répondit Victoria, s'efforçant de rendre sa voix plus simple, plus provinciale. « Betsy Thompson, je vous remercie d'être venue me chercher. » Ethan hocha la tête et prit sa petite valise. Ses doigts effleurèrent en sa main un instant, et Victoria sentit une étrange chaleur se propager dans tout son corps. À New York, de nombreux hommes lui avaient touché la main lors des bals, des réceptions, des promenades au parc, mais jamais un contact n'avait provoqué une telle agitation. « Le chariot est par là », dit Ethan en désignant un attelage tiré par 2 chevaux robustes. « Il faut compter 2 heures de route jusqu'au ranch. Si cela ne vous dérange pas, Miss Thompson, j'aimerais discuter de vos tâches en chemin. » Victoria s'assit sur le banc rigide du chariot, s'efforçant de ne pas grimacer. Chez elle, on la transportait dans des calèches aux sièges moelleux et aux suspensions souples, tandis qu'ici, chaque nid de poule lui provoquait une douleur dans le dos. Mais elle n'allait pas se plaindre. « Je suis prête à tout faire, Monsieur Coulter, » dit-elle, en posant les mains sur ses genoux. « Dans ma lettre, j'ai précisé que je savais cuisiner, faire le ménage et tenir une maison. » Ethan tira sur les rênes, et les chevaux s'ébranlèrent lentement sur la route poussiéreuse. Il observa en silence ses mains, trop lisses, sans callosité, avec des ongles soigneusement coupés. Puis son regard se posa sur son visage. « J'ai 8 hommes qui travaillent en au ranch, » commença-t-il sans quitter la route des yeux. « Il faudra cuisiner pour tout le monde. Petit déjeuner à 5 heures, déjeuner à midi, dîner à 7 heures. De plus, il faut entretenir la maison, faire la lessive, repriser les vêtements. Le travail est abondant et pénible. Êtes-vous sûr de pouvoir vous en sortir ?» Victoria hocha la tête, bien qu'elle n'eût aucune idée de comment cuisiner pour 8 personnes ou repriser des vêtements. Au manoir des Astor, il y avait des domestiques pour cela, mais elle n'était pas venue ici pour une vie facile. « J'apprends vite, » dit-elle, « et les difficultés ne me font pas peur. » Ethan eut un petit sourire, et les coins de ses yeux se plissèrent légèrement. Victoria pensa que ce sourire rendait son visage presque beau. Pas dans le sens aristocratique auquel elle était habituée, mais d'une manière plus virile, plus authentique. « D'où venez-vous, Miss Thompson ?» demanda-t-il après quelques minutes. Victoria s'était préparée à cette question. « Du Kansas, une petite ville que vous ne connaissez sans doute pas. Après la mort de mon père, j'ai dû chercher du travail, » dit-elle en essayant de donner à sa voix des inflexions tristes. « J'ai entendu dire qu'au Texas, il y avait beaucoup d'opportunités pour ceux qui sont prêts à travailler. Vous n'avez pas de famille ? »
Non, mentit-elle. Mes parents sont décédés, et je n'ai ni frère ni sœur. C'était un mensonge. Ses parents étaient bien vivants et probablement morts d'inquiétude. Elle avait aussi des tantes, des oncles, des cousins, et toute une armée de domestiques qui la cherchaient dans tout New York. Mais Victoria était fatiguée de leur tutelle, des bals interminables, des prétendants qui ne s'intéressaient qu'à son argent. « Dommage, dit simplement Ethan. La famille, c'est important. » Ils roulèrent en silence jusqu'à ce que le soleil disparaisse complètement derrière l'horizon. Victoria examinait furtivement le profil d'Ethan dans la pénombre grandissante. Son visage était sévère, mais pas dur. Il portait l'empreinte d'un homme qui avait beaucoup travaillé sous le soleil, qui connaissait la valeur de chaque dollar et n'était pas habitué au luxe. L'opposé total des hommes qu'elle connaissait à New York. « Et vous ?» se décida-t-elle à demander. « Vous êtes éleveur depuis longtemps ?»« Une quinzaine d'années, » répondit Ethan sans tourner la tête. « J'ai commencé avec 20 têtes de bétail. J'en ai plus de 1000 aujourd'hui. Ce n'est pas un métier facile, mais il est honnête. » Il y avait de la fierté dans sa voix. Pas cette fierté ostentatoire des riches que Victoria connaissait depuis l'enfance, mais quelque chose de plus profond, la fierté d'un homme qui avait tout accompli par lui-même. « Pourquoi avez-vous décidé d'engager une gouvernante ?» demanda-t-elle. « Vous vous en passiez avant ?» Ethan se tourna vers elle, et au clair de lune, ses yeux paraissaient presque noirs. « J'en ai assez de manger des haricots et du bœuf salé, dit-il avec un léger sourire. Et la maison a bien besoin d'une main de femme. Les hommes savent tant travailler au champ, mais tenir une maison, ce n'est pas notre point fort. » Victoria sentit une étrange chaleur à ces mots. Chez elle, on la considérait comme une parure, un jouet coûteux, un objet pour un mariage avantageux. Ici, on attendait d'elle qu'elle soit utile, qu'elle accomplisse un vrai travail. C'était à la fois effrayant et exaltant. Des lumières apparurent au loin, et Ethan les désigna du manche de son fouet. « Nous y voilà, » dit-il. « Bienvenue au Ranch Coulter, Miss Thompson. » La maison était grande mais simple, 2 étages, en bois, avec une large véranda et des volets aux fenêtres. Rien à voir avec le manoir des Astor, mais elle dégageait une atmosphère chaleureuse. À côté se trouvaient que les écuries, les enclos pour le bétail et plusieurs petites dépendances. Ethan l'aida à descendre du chariot. Et de nouveau, son contact parut trop chaud à Victoria. Elle retira vivement sa main, mais remarqua qu'il avait attardé son regard sur son visage un instant. « Je vais vous montrer votre chambre, » dit-il en prenant sa valise. « Demain, nous commencerons par le petit déjeuner. J'espère que vous n'avez pas changé d'avis. » Victoria leva les yeux vers le ciel étoilé, si clair et si vaste, comme elle n'en avait jamais vu à New York. L'air sentait l'herbe, les chevaux et autre chose encore. La liberté, peut-être. « Non, » dit-elle fermement. « Je ne suis pas du genre à abandonner aux premières difficultés. » Ethan hocha la tête d'un air approbateur. « C'est une bonne chose, » dit-il. « Nous avons besoin de gens comme ça ici. » Ils montèrent sur la véranda et Ethan ouvrit la porte. La maison sentait l'homme, le cuir, le tabac, une odeur chaude et familière. Victoria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait merveilleux menti à cet homme sur son identité. Mais ce mensonge lui semblait si insignifiant comparé au sentiment de justesse qu'elle éprouva en franchissant le seuil de sa maison. « Votre chambre est à l'étage, » dit Ethan en allumant une lampe à pétrole. « La cuisine est ici, et le garde-manger contient tout le nécessaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le-moi. » Il la conduisit par un escalier étroit jusqu'à une petite chambre propre sous les combles. Il y avait un lit en fer, une commode, une chaise et une petite table. La fenêtre offrait une vue sur la prairie étoilée. « Bonne nuit, Miss Thompson, » dit Ethan en posant la lampe sur la table. « À demain. » Quand la porte se referma derrière lui, Victoria s'assit sur le bord du lit et ferma les yeux.
Elle, l'héritière d'un empire bancaire, la fille d'un des hommes les plus riches d'Amérique, était assise dans une simple chambre d'un ranch texan, se préparant à se lever à 5 heures du matin pour préparer le petit déjeuner des cow-boys. Et pourtant, jamais de sa vie, elle ne s'était sentie aussi vivante. Ethan se réveilla à 4 heures du matin, comme à son habitude. En 30 ans de vie au ranch, son corps avait appris à sentir le temps sans horloge, à la position des étoiles, à la fraîcheur de l'air, à ce silence particulier d'avant l'aube, quand le monde retient son souffle en attendant le soleil. Il resta allongé, écoutant le silence de la maison. D'habitude, à 7 heures, il était déjà debout, vérifiant les chevaux, planifiant sa journée. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait une femme dans la maison, Miss Thompson. Ethan se souvint de son visage au clair de lune, des traits fins, de grands yeux qui semblaient trop intelligents pour une simple jeune fille du Kansas. Quand elle était montée dans le chariot, il avait remarqué sa posture, droite, élégante, pas du tout celle d'une femme habituée aux travaux pénibles. Et ses mains, il secoua la tête pour chasser ses pensées. Ce n'était pas à lui de spéculer sur le passé de sa gouvernante. L'important était qu'elle fasse son travail. Ethan s'habilla et descendit à la cuisine. D'habitude, il se préparait lui-même son café et quelque chose de simple pour le petit déjeuner. Mais aujourd'hui, la cuisine était un territoire étranger. Il resta un moment devant le poêle, ne sachant que faire, et décida d'aller nourrir les chevaux. Quand il revint, une lampe était allumée dans la cuisine, et on entendait un cliquetis de vaisselle. Ethan s'arrêta sur le seuil, n'en croyant pas ses yeux. Miss Thompson se tenait dos à lui devant le poêle, et sa silhouette paraissait si fragile dans la pénombre matinale. Ses cheveux châtains étaient rassemblés en une simple tresse, mais quelques mèches rebelles encadraient doucement sa nuque. Elle était petite, gracieuse, et il y avait une grâce particulière dans ses mouvements, même lorsqu'elle essayait de manipuler une lourde poêle en fonte. « Bonjour, monsieur Coulter, dit-elle sans se retourner. Le café est presque prêt. »« Bonjour, » répondit Ethan, remarquant qu'elle avait sursauté à sa voix. « Vous êtes levé tôt. J'ai promis d'être prête pour 5 heures, » dit-elle en se retournant, et Ethan fut de nouveau frappé par sa beauté. À la lumière du jour, ses yeux se révélèrent verts, avec des paillettes dorées, et sa peau était délicate, presque transparente. Une légère rougeur colorait ses joues, et ses lèvres étaient naturellement roses. Elle ressemblait à un tableau trop belle pour cette cuisine, pour cette maison. Et en même temps, il y avait quelque chose en elle de familier. « J'espère que le bacon n'a pas brûlé, » dit-elle, avec un léger sourire. Et Ethan remarqua que ses yeux brillaient de nervosité. « Je ne suis pas encore très habitué à votre poêle. » Ethan s'approcha et vit la poêle de bacon, qui était en effet un peu trop cuit d'un côté. À côté, il y avait un bol d'œufs, dont plusieurs avaient été maladroitement cassés. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement. « Ce poêle est vraiment capricieux, il faut s'y habituer. » Elle hocha la tête, embarrassée, et Ethan remarqua que ses doigts tremblaient en retournant le bacon. Étrange. La plupart des femmes qu'il connaissait cuisinaient depuis l'enfance et n'étaient bien pas nerveuses devant un fourneau. « Parlez-moi de vos hommes, » dit-elle, cherchant manifestement à détourner l'attention de sa cuisine. « Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils aiment manger ?» Ethan se versa du café dans une grande cafetière en métal. Le café était fort, mais un peu amer. Elle l'avait probablement laissé bouillir trop longtemps. « 8 hommes, moi y compris, » commença-t-il. « Jack Wilson est mon contremaître. Il travaille ici depuis 10 ans. C'est un homme sérieux, peu bavard. Tom et Billy sont frères, jeunes mais bons travailleurs. Carlos vient du Mexique, c'est le meilleur cavalier que j'aie connu. Les autres sont des ouvriers saisonniers. Et qu'est-ce qu'ils aiment pour le petit déjeuner ?» demanda-t-elle en déposant délicatement le bacon dans une assiette. « Un repas copieux, » répondit Ethan. « Des œufs, du bacon, des haricots, du pain. Rien de spécial. L'important, c'est d'avoir assez de force pour tenir jusqu'au déjeuner. »
Miss Thompson hocha la tête, mais Ethan la vit se mordre nerveusement la lèvre. Il l'observa pendant qu'elle préparait les œufs et remarqua de nombreux petits détails. Comment elle grimaçait à l'odeur de la graisse chaude. Comment elle tenait le couteau avec incertitude en coupant le pain. L'élégance de ses poignets, même lorsqu'elle accomplissait une tâche grossière. « Puis-je vous aider ?» proposa-t-il en la voyant essayer de retourner plusieurs œufs, à la fois sans grand succès. « Non, merci, » répondit-elle vivement. « Je vais m'en sortir. C'est juste, il me faut un peu de temps pour m'habituer. » Il y avait dans sa voix une fierté qui rappela à Ethan sa propre jeunesse, quand il essayait de gérer le ranch pour la première fois et refusait obstinément toute aide. Dehors, le jour commençait à se lever, et bientôt des voix se firent entendre. Les ouvriers arrivaient pour le petit déjeuner. Ethan vit les épaules de Miss Thompson se raidir. « Ce sont de braves gens, Edjan, » dit-il à voix basse. « Un peu rustres, mais pas méchants. C'est juste qu'ils n'ont pas vu de femme dans la maison depuis longtemps. » Elle hocha la tête sans répondre. À ce moment, la porte s'ouvrit et Jack Wilson entra, un homme grand et large d'épaules, avec une moustache grisonnante. Les autres ouvriers s'y le suivaient. « Bonjour, patron, » dit Jack. Puis il se tourna vers Miss Thompson et toucha poliment son chapeau. « Madame. »« Je vous présente, » dit Ethan. « Voici Miss Betsy Thompson, notre nouvelle gouvernante. » Les hommes hochèrent la tête en silence, la dévisageant avec curiosité. Ethan vit certains d'entre eux échanger des regards. Miss Thompson était trop belle, trop raffinée pour cet endroit. Cela pourrait devenir un problème. « Le petit déjeuner est prêt, » dit-elle en s'efforçant de parler avec plus d'assurance. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Les hommes s'installèrent autour de la longue table en bois, et Miss Thompson commença à servir les assiettes. Ethan l'observa se déplacer entre la table et le poêle, gracieuse et légère, comme si elle dansait. Ses mouvements étaient trop élégants pour une simple jeune fille d'une petite ville. « Excellent petit déjeuner, Miss Thompson, » dit Tom, l'un des frères. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mangé aussi bien. Elle sourit, et Ethan remarqua comment son visage s'illumina. Son sourire était chaleureux, sincère, et la rendait encore plus belle. « Merci, » dit-elle. « Demain, ce sera encore meilleur, promis. » Quand les hommes partirent travailler, Miss Thompson resta pour débarrasser la table. Ethan remarqua ses épaules s'affaisser de fatigue et la vit se frotter le bas du dos. « Le premier jour est toujours difficile, » dit-il. « Mais vous vous en êtes bien sorti. » « Vraiment ?» Il y avait une joie enfantine dans sa voix. J'avais l'impression que tout était horrible. Le bacon était trop cuit, les œufs se cassaient, le café était amer. « Les hommes ont bien mangé et sont contents, » sourit Ethan. « C'est le principal. » Elle hocha la tête et se mit à faire la vaisselle. Ethan se tenait à côté d'elle, ne sachant s'il devait partir ou rester. Il aurait dû être dans les enclos, à vérifier le bétail, mais quelque chose le retenait dans la cuisine. « Miss Thompson, » dit-il enfin, « puis-je vous poser une question ?» Elle s'immobilisa sans se retourner. « Bien sûr. Où avez-vous vraiment appris à cuisiner ?» demanda-t-il doucement. « Parce qu'on dirait que personne ne vous l'a jamais appris. » Un long silence suivit. Ethan vit ses épaules se tendre sous sa simple robe de coton. « Je cuisinais à la maison, » dit-elle enfin, mais jamais pour autant de monde. Et notre cuisinière était différente. Ethan hocha la tête, bien qu'il n'en crût pas un mot. Dans ses gestes, dans sa façon de tenir la vaisselle, de se tenir devant le poêle, il n'y avait aucune habitude du travail domestique. Mais il y avait une telle sincérité désespérée dans sa voix qu'il décida de ne pas insister. « Ce n'est rien, » dit-il, « vous apprendrez. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. » Elle se retourna, les yeux pleins de gratitude. « Merci, monsieur Coulter. Je ne vous décevrai pas. » Ethan la regarda encore quelques secondes, essayant de comprendre ce qu'elle avait de si spécial. Elle était belle,
mais il avait connu de belles femmes. Elle était gracieuse, mais ce n'était pas rare non plus. C'était autre chose qui faisait battre son cœur plus vite quand il la regardait. Peut-être la façon dont elle avait relevé le menton quand il avait douté de ses compétences, ou la manière dont ses yeux s'étaient illuminés quand Tom avait complimenté le petit déjeuner. Ou peut-être le fait que, malgré son inexpérience évidente, elle n'avait pas baissé les bras et continuait d'essayer. « On se voit au déjeuner », dit-il en se dirigeant vers la porte. « Monsieur Coulter », l'arrêta-t-elle. Il se retourna. « Qu'est-ce que vous aimez manger ?» demanda-t-elle. Et il y avait une douceur particulière dans sa voix. « Je veux dire, quel est votre plat préféré ?» Ethan réfléchit. Personne ne lui avait jamais demandé cela. « Le poulet frit », dit-il enfin. « Ma mère en préparait le dimanche, mais c'était il y a longtemps. » Miss Thompson hocha la tête, et quelque chose dans son regard devint chaleureux, presque tendre. « J'essaierai d'en faire pour le dîner, » dit-elle. Ethan sortit de la maison avec un sentiment étrange dans la poitrine. Il avait engagé une gouvernante et il avait eu... quoi? Une énigme? Un problème? Ou quelque chose de tout à fait différent qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Toute la journée, il pensa à elle, en travaillant dans les enclos, en vérifiant les clôtures, en parlant avec les ouvriers. À la façon dont elle avait souri quand Tom avait complimenté le petit déjeuner. À la grâce de ses mains, même en faisant la vaisselle. À l'éclat dans ses yeux quand elle avait promis de préparer du poulet frit. Le soir venu, il s'avoua ce qu'il n'avait pas voulu admettre le matin. Miss Betsy Thompson n'était pas seulement une belle femme. C'était la femme qui, pour la première fois depuis des années, avait fait sentir à son cœur quelque chose de plus que la simple solitude. Et cela l'effrayait plus que n'importe quel taureau enragé ou incendie de prairie. Victoria se réveilla avec des courbatures dans tout le corps. Ses bras lui faisaient mal à cause de ce travail inhabituel. Son dos était endolori, et ses doigts étaient égratignés et couverts de petites brûlures causées par le poêle. Allongée sur son lit étroit, elle regardait le plafond, où le ciel gris de l'aube se devinait à travers les fentes entre les planches. Chez elle, à 7 heures, sa femme de chambre, Mary, la réveillait d'une voix douce avec une tasse de thé parfumé. Victoria se levait en chemise de nuit de soie, prenait un bain à l'huile de lavande, puis Mary l'aidait à choisir une robe dans son immense garde-robe. Le petit déjeuner était servi dans la salle à manger sur de la porcelaine fine, et la décision la plus difficile de la journée était de choisir quelle confiture étaler sur son pain grillé. Mais ici, Victoria s'assit sur son lit et regarda ses mains. La veille, elle s'était coupée avec un couteau en éminçant un oignon pour le ragoût et s'était brûlé la paume sur une poêle chaude. De petites cloques parsemaient ses doigts, et la saleté s'était logée sous ses ongles, impossible à enlever complètement. Dehors, il faisait encore sombre, mais elle savait qu'il fallait se lever. Le petit déjeuner ne se préparerait pas tout seul, et les hommes à Zabaïdam avaient l'habitude de manger à 5 heures sans heure précise. Victoria enfila une simple robe de chambre et descendit sur la pointe des pieds jusqu'à la cuisine. La veille, elle avait tant bien que mal réussi le dîner. Le poulet frit était un peu sec et les pommes de terre avaient attaché. Mais les hommes avaient mangé en silence sans se plaindre. Ethan avait même dit que le poulet était délicieux, bien que Victoria ait vu qu'il cherchait simplement à l'encourager. Elle alluma la lampe et commença à allumer le poêle. À New York, il y avait des cuisinières à gaz qui s'allumaient d'un tour de bouton. Ici, il fallait fendre du bois, le placer dans le foyer et attendre que le feu prenne. La fumée lui piquait les yeux, ses mains se salissaient de suie et le poêle chauffait de manière inégale. Victoria enfourna le bois et tenta d'attiser le feu comme Ethan le lui avait montré la veille. La fumée lui envahit le visage et elle se mit à tousser en rejetant la tête en arrière. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle continua obstinément d'attiser les braises. Des problèmes avec le poêle. Victoria sursauta et se retourna. Ethan se tenait sur le seuil de la cuisine, déjà habillé et prêt à travailler. Elle réalisa soudain son apparence en vieille robe de chambre
les cheveux en désordre, le visage maculé de suie et les joues humides de larmes. « Non, tout va bien, » dit-elle vivement en s'essuyant le visage avec sa manche. « C'est juste la fumée qui m'est entrée dans les yeux. » Ethan s'approcha, et sa présence dans la petite cuisine lui parut presque écrasante. Il sentait la fraîcheur du matin, le cuir et quelque chose de purement masculin. « Laissez-moi faire, » dit-il en l'écartant doucement du poêle. « Cette vieille dame a son caractère. Il faut connaître ses habitudes. » Il réarrangea habilement le bois, et le feu prit de manière vive et régulière. Victoria regarda ses mains, grandes, fortes, cailleuses par le travail, mais étonnamment agiles. « Merci, » dit-elle doucement. « J'apprends encore. » Ce n'est pas grave, sa voix était douce. On a tous à apprendre, même moi. Il se redressa et la regarda. Victoria sentit ses joues brûler de confusion. À la lueur de la lampe à pétrole, ses yeux paraissaient sombres et attentifs. « Miss Thompson, » dit-il après une pause, « si vous avez du mal, on peut engager une aide de la ville, ou demander à la femme de Carlos de venir cuisiner. »« Non !» répondit Victoria un peu trop brusquement. « C'est-à-dire, non, merci. Je vais m'en sortir. Donnez-moi juste un peu de temps. » Ethan étudia son visage, et Victoria craignit qu'il ne lise la vérité dans ses yeux, qu'elle n'avait jamais de sa vie préparé un petit déjeuner pour 8 personnes, qu'elle ne savait pas pétrir la pâte ni saler la viande, que ses mains n'avaient jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un éventail ou un livre. « D'accord, » dit-il enfin, « mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. » Quand il fut parti, Victoria s'appuya contre la table et respira profondément. Chaque jour était une épreuve. Chaque tâche simple se transformait en une lutte. La veille, elle avait passé 1 heure entière à comprendre comment fonctionnait le hachoir à viande. L'avant-veille, elle s'était ébouillanté la main en lavant les chemises d'Ethan dans une grande bassine en métal. Et puis il y avait les petites choses de ce qui la trahissait entre elle. Ne savait pas traire une vache et avait acheté du lait au voisin les 3 premiers jours, jusqu'à ce que Carlos lui apprenne. Elle ne savait pas repriser les chaussettes. À la maison, les domestiques s'en chargeaient. Elle ne pouvait pas distinguer la viande fraîche de celle qui ne l'était plus, et avait failli empoisonner tout le monde une fois. Victoria sortit les œufs du tiroir et commença à les casser dans un bol. À la maison, le cuisinier cassait les œufs d'un seul geste, élégant et rapide. Elle, en revanche, laissait tomber la moitié de la coquille dans le bol, et les blancs coulaient sur la table. « Malédiction !» murmura-t-elle en repêchant les morceaux de coquille de la masse d'œufs. « Madame ?» retentit une voix derrière elle. Victoria se retourna. Carlos, le petit Mexicain aux yeux doux et à l'épaisse moustache, se tenait sur le seuil. « Oh, bonjour, Carlos !» dit-elle en essayant de cacher son embarras. « Le petit déjeuner sera prêt dans 10 minutes. » Carlos s'approcha et regarda ses mains abîmées, les œufs renversés sur la table, son visage fatigué. « Miss Thompson, » dit-il doucement, avec un léger accent, « puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr. Et vous avez vraiment déjà cuisiné avant ?» Victoria se figea. Carlos la regardait attentivement, mais sans jugement. Il y avait de la compréhension dans son regard. « Je... » commença-t-elle, mais sa voix la trahit. « Ma femme, Maria, cuisine depuis 30 ans, poursuivit Carlos. Elle peut vous apprendre. Des plats simples que les cow-boys aiment. Personne ne le saura. » Victoria sentit les larmes lui monter aux yeux. La gentillesse de cet homme, sa volonté de l'aider sans poser de questions, la touchèrent profondément. « Merci, » murmura-t-elle. « Ce serait vraiment formidable. » Carlos hocha la tête. « Je l'amènerai après le petit déjeuner. Maria vous apprendra à faire un vrai ragoût et à cuire du pain. Mais pour l'instant, laissez-moi vous aider avec les œufs. » L'heure suivante, Carlos lui montra patiemment comment battre les œufs correctement, faire frire le bacon et préparer le café pour qu'il ne soit pas amer. Victoria absorbait chaque mot,
chaque geste. Ces connaissances qui signifiaient n'étaient plus pour elle que toutes les leçons de musique et de danse qu'elle avait reçues à New York. Quand les ouvriers arrivèrent pour le petit déjeuner, le repas était prêt et sentait même bon. Tom complimenta de nouveau sa cuisine, et Jack demanda même un deuxième café. « Excellent travail, Miss Thompson », dit Ethan, et il y avait un éloge sincère dans sa voix. Victoria sentit une chaleur se répandre dans tout son corps. Ces simples mots comptaient plus pour elle que tous les compliments reçus dans les bals et les salons de New York. Après le petit déjeuner, Maria arriva. Une femme corpulente et bienveillante, aux mains douces et au sourire chaleureux. Elle ne posa pas de questions inutiles et se mit simplement à enseigner à Victoria les bases de la cuisine. « Señorita, dit-elle en pétrissant la pâte à pain, la cuisine, ce n'est pas seulement connaître des recettes, c'est de l'amour. Quand vous cuisinez avec amour, la nourriture est toujours délicieuse. Et si on ne sait pas cuisiner du tout ?» demanda Victoria en essayant d'imiter les gestes de Maria. « Alors on apprend », répondit simplement Maria. « Et chaque jour on s'améliore un peu ?» Elles passèrent toute la journée dans la cuisine. Maria apprit à Victoria à pétrir la pâte, à faire mijoter la viande, à préparer une sauce tomate. Elle lui montra comment tenir un couteau, comment saler et assaisonner les plats, comment juger de la cuisson à l'odeur et à la couleur. Le soir, les mains de Victoria lui faisaient encore plus mal, mais son cœur était léger. Elle avait préparé le dîner presque toute seule, un ragoût de légumes, du pain frais et même une tarte aux pommes. Ethan rentra pour le dîner, fatigué, les bottes et la chemise couvertes de poussière. Il s'assit à table, goûta le ragoût et leva des yeux surpris. « C'est excellent, dit-il, meilleur que dans bien des restaurants. » Victoria sentit son cœur battre la chamade à ce compliment. « Merci, dit-elle. J'ai vraiment fait de mon mieux. » Après le dîner, une fois les hommes partis et la vaisselle faite, Victoria monta dans sa chambre. Elle s'assit près de la fenêtre et contempla le ciel étoilé au-dessus de la prairie. 3 semaines plus tôt, elle était l'héritière d'un empire bancaire, portant des robes de soie et ignorant le prix du pain. Aujourd'hui, elle avait préparé de ses propres mains le dîner pour 8 personnes et ressentait de la fierté face aux compliments sincères d'un simple éleveur. Oui, ses mains étaient calleuses. Oui, elle s'endormait d'épuisement. Oui, chaque jour était une lutte contre sa propre inexpérience. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait utile, indispensable, authentique. Victoria toucha la vitre et pensa à Sita. À la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il était satisfait de sa cuisine, à la douceur de sa voix quand il la remerciait pour son travail, à la façon dont son cœur s'arrêtait chaque fois qu'il entrait dans la cuisine. Elle était en train de tomber amoureuse d'un homme qui la connaissait sous le nom de Betsy Thompson, une simple jeune fille du Kansas, prête à travailler pour un modeste salaire. Que se passerait-il quand il découvrirait la vérité? Quelle était Victoria Astor qui lui avait menti sur l'essentiel, son identité? Mais pour l'instant, elle était simplement Betsy. Et peut-être pour un peu de temps encore, pourrait-elle rester cette femme dont un homme aussi honnête et bon qu'Ethan Coulter pouvait tomber amoureux? Demain serait un autre jour. De nouvelles difficultés, de nouvelles leçons, de nouvelles callosités sur ses mains. Et elle était prête à y faire face, pourvu qu'elle puisse rester dans cette maison, dans cette nouvelle vie, auprès de cet homme. Même si le prix de cette liberté était un mensonge qui pouvait tout détruire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Victoria, non, Betsy, était devenue la gouvernante du ranch d'Ethan. 3 semaines de travail acharné, d'erreurs, de petites victoires et de changements imperceptibles. Ses mains s'étaient endurcies, mais étaient devenues plus agiles. Sa peau avait hâlé à force de travailler au potager. Et surtout, elle commençait à se sentir chez elle. Ce soir-là, alors que les ouvriers étaient partis vaquer à leurs occupations, Victoria était assise sur la véranda, reprisant une chemise d'Ethan. L'aiguille se déplaçait avec hésitation. La couture lui posait encore des difficultés.
mais elle s'obstinait à apprendre. Maria lui avait montré quelques points simples. Et maintenant, Victoria s'exerçait chaque soir. « Ou toujours au travail ?» retentit la voix d'Ethan. Victoria leva la tête. Il se tenait près des marches de la véranda, une tasse de café à la main. Ses cheveux étaient en désordre. Le col de sa chemise était déboutonné, et un doux sourire flottait sur ses lèvres. « Je voulais finir avant la nuit », répondit-elle en posant sa couture. Cette chemise était complètement déchirée au coude. « Vous auriez pu la jeter, dit-il en montant sur la véranda. « J'en ai d'autres. »« Mais celle-ci est de bonne qualité, » objecta Victoria. « C'est dommage de la jeter pour un petit trou. » Ethan s'assit à côté d'elle sur le banc en bois, et Victoria sentit la chaleur émanant de son corps. Dans l'air du soir se mêlaient les odeurs de la prairie, des chevaux et la sienne, propre, masculine. « Au Kansas, vous étiez aussi économe ?» demanda-t-il en sirotant son café. Victoria se figea. Les questions sur son passé la rendaient toujours nerveuse. « Quand on a peu d'argent, on apprend à apprécier ce que l'on a, » répondit-elle en s'efforçant de paraître naturelle. « Mon père disait toujours, « Une bonne chose dure longtemps si on en prend soin. » C'était vrai, bien que cela ne s'appliquât pas à son père. Son vrai père, le banquier Charles Astor, changeait de costume comme de chemise et jetait les choses à la moindre usure. En revanche, son grand-père, décédé quand elle avait 12 ans, lui avait effectivement appris à chérir chaque petite chose. « Votre père était un homme sage, » dit Ethan. « Je pense la même chose. Ce ranch me vient de mon grand-père, et je prends soin de chaque planche, de chaque clou. C'est peut-être pour ça que je ne suis toujours pas marié. Je veux le transmettre entre de bonnes mains. » Il y avait une légère tristesse dans sa voix. Et Victoria sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Vous n'avez jamais été marié ?» demanda-t-elle doucement. « J'ai failli l'être, » répondit Ethan après une pause. « Il y a environ 7 ans. Une jeune fille de bonne famille, belle, instruite. Tout menait au mariage, mais elle a vu le ranch et a compris que ce n'était pas la vie qu'elle voulait. » Que voulez-vous dire ? Ethan eut un sourire sans joie. Où elle a dit qu'elle n'allait pas vivre dans ce coin perdu, élever des enfants dans la poussière et la saleté, alors qu'elle pouvait épouser un avocat et vivre dans une belle maison en ville. Elle a choisi le confort. Victoria baissa les yeux sur ses mains. 1 mois plus tôt, elle pensait exactement la même chose. Le confort, les belles robes, le luxe, n'étaient-ce pas les désirs naturels de toute femme ? Et est-elle heureuse maintenant ? Demanda Victoria. Je ne sais pas, dit Ethan en haussant les épaules. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé cet avocat et qu'elle vivait à Dallas. Elle doit être satisfaite de son choix. Et vous ? Osa-t-elle demander. Vous regrettez ? Ethan se tourna vers elle, et à la lueur des étoiles, ses yeux semblaient insondables. Avant, je regrettais, dit-il lentement. Mais maintenant, je comprends qu'elle a fait le bon choix, pour elle et pour moi. Elle avait besoin d'un autre homme, et moi, j'avais besoin d'une autre femme. Quelque chose dans son ton fit battre le cœur de Victoria plus vite. Elle n'osa pas demander de quelle femme il avait besoin. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits nocturnes de la prairie. Au loin, une chouette ululait. Les chevaux renaclaient dans l'écurie. Le vent bruissait dans l'herbe. Victoria n'aurait jamais cru que le silence pouvait être si plein. À New York, même la nuit, on entendait le bruit de la ville. Ici, c'était un vrai silence, où chaque son avait son importance. « Miss Thompson, » dit soudain Ethan, « puis-je vous avouer quelque chose ?»« Bien sûr, » répondit-elle, le cœur battant d'anxiété. « Quand j'ai publié l'annonce pour une gouvernante, j'imaginais, eh bien, une femme très différente, plus âgée, stricte, expérimentée. Mais vous... » Il s'interrompit, et Victoria retint son souffle. « Et moi ? Vous avez changé cette maison, dit-il doucement.
pas seulement parce que vous cuisinez et faites le ménage. C'est devenu plus chaleureux, plus vivant. Les ouvriers sourient plus souvent, ils plaisantent à table. Et moi, pour la première fois depuis des années, je ne me sens plus seul dans ma propre maison. Victoria sentit ses joues brûler à ces mots. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, douce et effrayante à la fois. C'est simplement parce qu'il y a une femme dans la maison, dit-elle, en essayant de parler d'un ton léger. N'importe quelle gouvernante. Non, l'interrompit-il. Pas n'importe laquelle. C'est vous. La façon dont vous souriez à Carlos quand il apporte les légumes du potager. Votre patience quand vous écoutez les histoires du vieux Jack. La façon dont vous chantez quand vous cuisinez, en pensant que personne ne vous entend. Victoria eut un rire embarrassé. « Vous m'entendez chanter ?» Chaque matin, avoua Ethan, un sourire dans la voix. « Vous avez une belle voix. Où avez-vous appris à chanter si juste ?» C'était une question dangereuse. Victoria avait étudié le chant avec le meilleur professeur de New York. S'était produite lors de soirées de charité, avait chanté des arias d'opéra dans le salon du manoir des Astors. « C'est ma mère qui m'a appris, mentit-elle. Elle disait qu'une chanson rendait n'importe quel travail plus léger. Une femme sage, acquiesça Ethan. Et que chantez-vous? Je ne reconnais pas les mélodies. Des chansons diverses, répondit Victoria évasivement. Celles qui me viennent à l'esprit. En réalité, elle chantait des arias de Verdi et de Mozart, des ballades folkloriques apprises avec son professeur de musique, des berceuses en français. Mais en parler, c'était se trahir. « Chantez quelque chose maintenant, » demanda Ethan. « S'il vous plaît. » Victoria hésita. Puis, doucement, presque en un murmure, elle entonna une simple chanson folklorique sur une jeune fille attendant son amant parti à la guerre. Sa voix s'éleva dans le silence de la nuit, pure et mélancolique. Quand elle eut fini, Ethan resta silencieux si longtemps qu'elle prit peur. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. « Non, » dit-il d'une voix rauque. « Tout va bien, trop bien. » Il se tourna vers elle, et Victoria vit dans ses yeux quelque chose qui lui coupa le souffle. Du désir, de la tendresse, du trouble. « Betsy » dit-il doucement, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une caresse. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'ai engagé une gouvernante, et alors, murmura-t-elle, et je suis tombé amoureux d'elle. » Avoua-t-il simplement, sans belles paroles, comme on avoue quelque chose d'inévitable et de redoutable. Le cœur de Victoria s'arrêta, puis se mit à battre si fort qu'elle crut qu'il allait l'entendre. « Ethan, » commença-t-elle, sans savoir quoi dire. « Pardonnez-moi, et... » Il se leva brusquement. « Je n'aurais pas dû dire ça. Vous travaillez chez moi, et moi, ce n'est pas correct. » « Non. » Victoria se leva aussi et lui toucha le bras. « Ce n'est pas incorrect. » Il se figea, regardant sa main sur son avant-bras. « Pas incorrect, » répéta-t-il. « Moi aussi. » Victoria prit une grande inspiration. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais c'est arrivé. Ethan se tourna lentement vers elle. Il n'y avait que quelques centimètres entre eux. Et Victoria sentait la chaleur de son souffle. « Betsy » murmura-t-il en levant la main vers son visage. Ses doigts effleurèrent sa joue, et Victoria ferma les yeux. Personne ne l'avait jamais touchée ainsi, simplement, tendrement, comme si elle était quelque chose de précieux. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-il. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel. »« Et moi le saurais-je » chuchota-t-elle sans ouvrir les yeux. Ils restèrent ainsi, immobiles, et Victoria pensa qu'il allait l'embrasser. Elle le voulait. Mais au lieu de cela, Ethan recula d'un pas. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-il. « Tout ça est trop soudain. » Victoria hocha la tête, s'efforçant de cacher sa déception. « Bien sûr, dit-elle. Je comprends.
Ethan prit sa tasse et se dirigea vers la porte. « Bonne nuit, Betsy », dit-il sans se retourner. « Bonne nuit, Ethan. » Quand il eut disparu à l'intérieur, Victoria se rassit sur le banc. Ses mains tremblèrent. Son cœur battait comme si elle venait de courir 1 mile. Il l'aimait. Ethan Coulter, un homme honnête, fort et authentique, l'aimait. Mais il aimait Betsy Thompson, une simple jeune fille du Kansas qui savait cuisiner et tenir une maison, qui appréciait chaque petite chose et chantait des chansons folkloriques. Que se passerait-il quand il apprendrait qu'elle était Victoria Astor, l'héritière qui lui avait menti sur tout, son nom, ses origines, son passé, qui avait joué un rôle tout en tombant de plus en plus amoureuse de lui. Victoria regarda les étoiles et sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour la première fois de sa vie, elle aimait vraiment. Et pour la première fois, cet amour était construit sur un mensonge qui pouvait tout détruire. Victoria se réveilla avec un lourd pressentiment. Dehors, il pleuvait, une rareté dans la région, et les gouttes martelaient le toit avec une telle insistance que le sommeil était devenu impossible. Allongée dans son lit, elle repensait à sa conversation de la veille avec Ethan, à son aveu, à la façon dont il avait touché son visage, au fait qu'elle ne lui avait toujours pas dit la vérité. Cela faisait 1 mois qu'elle vivait dans ce mensonge, et chaque jour, cela devenait plus difficile. Surtout maintenant qu'il y avait entre eux quelque chose de plus qu'une simple relation entre un patron et sa gouvernante. Victoria se leva, s'habilla et descendit à la cuisine. Ethan était déjà assis à table avec une tasse de café, mais à son arrivée, il leva les yeux, et on y lisait la même tendresse embarrassée que la veille. « Bonjour », dit-il doucement. « Et bonjour », répondit-elle en évitant son regard. Elle se mit à préparer le petit déjeuner, sentant son regard sur elle. L'air entre eux était électrisé par des mots non dits, par les aveux de la veille. « Betsy » commença-t-il. Mais à ce moment, Jack entra, l'air inquiet. « Patron » dit-il en secouant les gouttes de pluie de son chapeau. « Des étrangers arrivent. 2 hommes à cheval en costume de bonne facture. Ils ne ressemblent pas à des marchands de bétail. » Victoria se figea, une poêle à la main. Son cœur manqua un battement, puis se mit à battre si fort qu'elle craignit que les autres ne l'entendent. « Des détectives » demanda Ethan en se levant. « Ou des agents fédéraux ?»« Je ne sais pas, » dit Jack en haussant les épaules. « Mais ils ont l'air sérieux. Ils sont là dans une dizaine de minutes. » Victoria posa la poêle sur le fourneau, les mains tremblantes. Elle savait que ce jour viendrait. Elle savait qu'on ne pouvait pas la chercher éternellement. Ses parents avaient engagé les meilleurs détectives du pays, et tôt ou tard, il devait retrouver sa trace. « Je vais aller à leur rencontre, » dit Ethan, « pour voir ce qu'ils veulent. »« Non, » dit vivement Victoria. « C'est-à-dire, peut-être devrions-nous les attendre ici. S'ils sont des détectives, il vaut mieux les accueillir calmement, sans éveiller de soupçons. » Ethan la regarda, surpris, mais hocha la tête. « Vous avez sans doute raison. Jack, rassemble les hommes. Qu'ils continuent leur travail comme d'habitude. Inutile de créer des tensions. » Les 10 minutes suivantes s'étirèrent en tout comme une éternité. Victoria retournait machinalement le bacon, préparait le café, mettait la table, mais ses pensées étaient en proie à la panique. Que dirait-elle? Comment l'expliquer? Que penserait Ethan en apprenant la vérité? Finalement, on frappa à la porte. Ethan ouvrit, et 2 hommes en costumes sombres et chapeaux melons apparurent sur le seuil. L'un était grand et mince, avec un visage anguleux, l'autre trapu, avec une moustache grise. « Monsieur Coulter » demanda le grand. « Je suis le détective Parker de l'agence Pinkerton. Voici mon collègue, le détective Smith. Pouvons-nous entrer ?»« Bien sûr » répondit Ethan, bien que sa voix se soit faite méfiante. « En quoi puis-je vous aider ?» Les détectives entrèrent, regardant autour d'eux. Le regard de Parker s'arrêta sur Victoria, qui se tenait près du poêle, essayant de paraître occupée. « Nous cherchons une femme disparue, »
dit Parker en sortant une photographie de sa poche. Victoria Astor, la fille du banquier Charles Astor de New York. Elle a disparu il y a 6 semaines. Victoria sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au bord du poêle pour ne pas tomber. Jamais entendu parler d'elle, dit Ethan en prenant la photo. Et pourquoi la chercher ici, au Texas? Nous avons des informations selon lesquelles elle aurait pu partir vers l'ouest, répondit Smith. Peut-être sous un faux nom. Elle est un peu excentrique. Elle aurait pu se faire engager comme servante ou gouvernante. Victoria entendit Ethan prendre une inspiration brusque. Il regardait la photo et elle savait qu'il l'avait reconnue, malgré la coiffure élégante et la robe de bal sur le cliché. « Monsieur Coulter » insista Parker. « Vous vous souvenez de quelque chose ?» Un long silence. Victoria ne se retournait pas, mais sentait le regard d'Ethan sur son dos. Un regard brûlant, choqué, douloureux. « Non », dit-il enfin, la voix égale, bien que Victoria y décelât une tension à peine contenue. « Je n'ai vu personne qui lui ressemble. »« Et votre gouvernante ?» Parker fit un signe de tête en direction de Victoria. « Pouvons-nous lui parler ?»« Bien sûr, » répondit Ethan. « Miss Thompson, ces messieurs aimeraient vous poser une question. » Victoria se retourna lentement. Le détective Parker étudiait attentivement son visage, le comparant à la photo qu'il tenait. « Votre nom complet, mademoiselle ?» demanda-t-il. « Betsy Thompson, » répondit-elle, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « D'où venez-vous ? » ?»« Du Kansas, une petite ville que vous ne connaissez sans doute pas. » Parker continua d'étudier son visage. Victoria vit le soupçon grandir dans ses yeux. « Et avez-vous déjà travaillé comme gouvernante ?»« Oui, » mentit-elle, « pour plusieurs familles. »« Pouvez-vous nous donner leur nom ?» Victoria sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Elle ne pouvait pas inventer de nom crédible, ne sachant pas si les détectives les vérifieraient. « Les familles Johnson et Brown, » dit-elle au hasard. « Mais c'était-il y a longtemps ?»« Je vois, » acquiesça Parker, mais il continua de la fixer. « Et n'avez-vous rien remarqué d'étrange récemment? Des inconnus qui posaient des questions sur du travail ?»« Non, » dit Victoria en secouant la tête. Pendant ce temps, Smith se promenait dans la cuisine, inspectant les lieux. Son regard s'arrêta sur le banc où se trouvait la chemise d'Ethan que Victoria avait reprise la veille. « Beau travail, » dit-il en soulevant la chemise. « Des points réguliers. Où avez-vous appris à coudre comme ça, Miss Thompson ?»« C'est ma mère qui m'a appris, » répondit Victoria. Mais sa voix la trahit, vacillant sur le dernier mot. Parker fit un pas vers elle. « Miss Thompson, » dit-il lentement, « voudriez-vous jeter un œil à cette photo ? Peut-être que ce visage vous dira quelque chose ?» Il lui tendit le cliché. Victoria le prit de ses mains tremblantes. Sur la photo, elle portait une robe de bal blanche, un collier de perles, avec une coiffure qui avait nécessité 2 heures de travail de sa femme de chambre. Une héritière choyée, soignée, magnifique. « Non, » murmura-t-elle, « je ne la connais pas. »« C'est étrange, » dit Parker, « parce que j'ai l'impression de la regarder en ce moment même. » Un silence de mort s'installa dans la cuisine. Victoria sentit tout s'effondrer autour d'elle. Des mois de tromperie, une nouvelle vie construite, un amour naissant, tout basculait dans l'abîme. « Miss Astor, » dit Parker d'un ton officiel, « vos parents sont très inquiets. Ils nous ont engagés pour vous retrouver et vous ramener saine et sauve à la maison. » Victoria leva les yeux vers Ethan. Il se tenait à côté des détectives, le visage de marbre. Ses yeux étaient vides. Ni colère, ni douleur, ni surprise. Juste le néant. « Ethan, » murmura-t-elle, « je peux tout expliquer. »« Expliquer quoi ?» demanda-t-il à voix basse, et il y avait une telle fureur glaciale dans sa voix que Victoria recula. « Que vous m'avez menti sur votre nom, sur vos origines, sur qui vous êtes. Je ne voulais pas tromper.
pas voulu. Il fit un pas vers elle. 6 semaines de mensonges, ce n'est pas voulu? Vous avez joué le rôle de la pauvre fille qui a besoin de travail, alors que vous êtes l'une des héritières les plus riches d'Amérique. Les détectives échangèrent un regard. Parker tout sauta. Monsieur Coulter, je comprends que ce soit un choc, mais nous devons... Dehors, dit Ethan sans quitter Victoria des yeux. Tous, immédiatement. Mais Miss Astor, j'ai dit dehors, aboya Ethan si fort que les détectives sursautèrent. Parker et Smith se dirigèrent rapidement vers la porte. Nous attendrons dehors, dit Parker. 5 minutes. Quand ils furent Kenney partis, il ne resta plus qu'Ethan et Victoria dans la cuisine. Ils la regardaient avec une telle douleur et une telle colère qu'elle aurait voulu disparaître sous terre. Dites-moi et moi, dit-il lentement. Au moins maintenant, dis-toi la vérité. Pendant tout ce temps, vous vous êtes moqué de moi, du stupide cow-boy qui a cru à votre comédie. Non, s'exclama Victoria en s'avançant vers lui. Non, Ethan, jamais. Je ne me suis jamais moqué de vous. Alors pourquoi? Demanda-t-il, la voix brisée. Pourquoi ce mensonge? Pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que j'en avais assez, cria-t-elle à travers ses larmes. Assez de cette vie, des bals constants, des prétendants qui ne s'intéressent qu'à mon argent. Je voulais savoir ce que c'était que d'être vraiment utile, et pas seulement une décoration ou un bon parti. Et vous avez décidé de jouer à la petite fille simple? Sa voix était pleine de mépris. Enfilée de vieilles robes, feindre la pauvreté. Au début, oui, avoua Victoria. Mais ensuite, tout a changé. J'ai changé. Cette maison, ces gens, vous... Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vivante, authentique. Authentique? Ethan eut un rire amer. Vous ne connaissez pas le sens de ce mot. Tout en vous est un mensonge. Votre nom, votre passé, même la façon dont vous avez cuisiné le premier jour. Mais mes sentiments sont réels, s'écria-t-elle désespérément. Ce que j'ai ressenti pour vous, c'est la vérité. Ethan se tut, la regardant. Dans ses yeux, la colère luttait contre autre chose. « Quels sentiments ?» demanda-t-il doucement. « Envers qui ?»« Vous ne savez même pas qui je suis pour vous. Un pauvre éleveur qui a semblé un jouet intéressant pour une riche héritière. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité, explosa-t-il. Vous croyez que je ne comprends pas? Pour vous, c'était un divertissement, une aventure. Jouer à la vie simple, puis retourner à vos bals et à vos manoirs. Dehors, les voix des détectives se firent entendre. Le temps était écoulé. « Ethan, je vous en prie, » murmura Victoria. « Laissez-moi vous expliquer. » « Expliquez-leur, » dit-il en désignant la porte. « À vos parents, aux détectives, à tous ces gens de votre monde. Quant à moi, il n'y a rien à m'expliquer. » Il se tourna vers la porte, mais Victoria lui attrapa le bras. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à travers ses larmes. « Dites-moi ce que je dois faire. » Ethan la regarda par-dessus son épaule, et il y avait une telle douleur dans ses yeux que le cœur de Victoria se brisa. « Faites ce que les gens de votre milieu font toujours, » dit-il doucement. « Rentrez chez vous, à votre vraie vie. Et pour ce qui est de nous, oubliez. » Ce n'était qu'un rêve. Il sortit de la cuisine, laissant Victoria seule. Dehors, les détectives frappiennaient la porte, la pressant. Sa nouvelle vie, son amour, ses espoirs, tout était fini. Elle était de nouveau Victoria Astor, et Betsy Thompson était morte à cet instant, emportant avec elle le cœur d'une femme qui avait aimé et avait été aimée. Le manoir des Astor sur la 5e avenue accueillit Victoria avec le même luxe marmoréen qu'elle avait connu depuis l'enfance. Lustres en cristal, tapis persans, tableaux au cadre doré, tout était à sa place. Comme si son absence de 2 mois n'avait été qu'un rêve fugace. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les détectives l'avaient fait ramener.
3 semaines d'explications avec ses parents, de larmes, de reproches et de tentatives de reprendre sa vie d'avant. Sa mère organisait d'interminables thés. Son père insistait sur des rencontres avec des prétendants convenables. Et la société commentait avec curiosité sa mystérieuse disparition. Mais Victoria ne pouvait oublier l'odeur du café matinal dans la cuisine du ranch, le bruit de la pluie sur le toit en bois, les callosités sur ses paumes après un travail honnête, et les yeux d'Ethan, d'abord pleins de tendresse, puis vides de douleur et de déception. En ce jour gris d'octobre, elle était assise devant le miroir de sa chambre, tandis que sa femme de chambre, Mary, arrangeait ses cheveux pour une autre soirée mondaine. Sur le lit reposait une somptueuse robe émeraude du meilleur couturier de la ville. « Miss Victoria a l'air pâle », remarqua Mary en fixant une épingle à cheveux en perles. « Peut-être un peu de farde ?»« Ce n'est pas la peine », répondit doucement Victoria. Mary continua de coiffer, mais Victoria voyait son visage inquiet dans le miroir. Ces dernières semaines, la servante avait plus d'une fois surpris sa maîtresse en larmes. « Pardonnez ma curiosité, mademoiselle, » dit prudemment Mary. « Mais que s'est-il passé là où vous étiez? Vous êtes devenue si différente. » Victoria croisa le regard de la servante dans le miroir. « J'ai compris qui j'étais vraiment, » dit-elle, « et j'ai perdu le seul homme qui m'ait aimé pour autre chose que mon argent. » On frappa à la porte, et son père entra. Charles Astor était un homme grand et imposant, aux tempes grisonnantes et au visage sévère. En voyant sa fille, il fronça les sourcils. « Victoria, encore dans tes pensées? Les invités se rassemblent en bas. Monsieur Vanderbilt est venu spécialement pour te rencontrer. »« Un autre prétendant ?» demanda Victoria, lasse. « Un jeune homme prometteur, » corrigea son père. « L'héritier d'un empire ferroviaire. Un excellent parti. » Victoria se leva et regarda son reflet. Robe élégante, perles, coiffure impeccable, elle ressemblait de nouveau à l'héritière d'un empire bancaire. Mais à l'intérieur, quelque chose était mort. « Père, » dit-elle soudain, « aimiez-vous mère quand vous l'avez épousée ?» Charles Astor haussa les sourcils, surpris. « Quelle étrange question. Bien sûr que je l'aimais. Je l'aimais encore. Mais si elle avait été pauvre, si elle n'avait eu ni dot ni relation, ni statut social, l'auriez-vous épousée quand même ?» Son père réfléchit. « Je ne sais pas, » avoua-t-il honnêtement. « J'étais jeune, j'avais des obligations envers ma famille, la banque. Mais... » Il marqua une pause. « Mais maintenant, après avoir vécu 30 ans avec ta mère, je peux dire que l'argent n'est pas l'essentiel dans un mariage. L'important, c'est de trouver la personne avec qui l'on peut être soi-même. » Ces mots transpercèrent en le cœur de Victoria. Avec Ethan, elle était elle-même, authentique, vivante. « Et si je ne veux pas épouser Monsieur Vanderbilt ?» demanda-t-elle. « Alors nous en trouverons un autre, » dit son père en haussant les épaules. « L'important est qu'il soit digne de toi. » Victoria s'approcha de la fenêtre et regarda la rue animée en bas. Les calèches, les gens élégamment vêtus, les vitrines des magasins de luxe, c'était son monde. Mais pourquoi s'y sentait-elle si étrangère? En bas, les voix des invités se firent entendre. Une autre soirée mondaine, un autre prétendant potentiel, une autre tentative de la ramener dans le droit chemin. « Père, » dit-elle sans se détourner de la fenêtre, « et si je partais ?»« Où ça ?» ne comprit-il pas. Là-bas, au Texas. Un silence s'installa. Charles Astor s'approcha de sa fille. « Victoria, » dit-il doucement, « je sais ce qui s'est passé dans ce ranch. Les détectives ont tout raconté. Tu es tombée amoureuse de cet éleveur. » Elle hocha la tête, incapable de parler. « Et lui de toi aussi ?» Mais quand il a appris la vérité, « Il m'a détesté », termina Victoria. « Il a dit que j'avais menti sur l'essentiel. » « Et il avait raison, » dit doucement son père. « Tu l'as effectivement trompé. » Victoria se retourna, et son père vit des larmes dans ses yeux.
Mais je l'aime, papa. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas faire semblant que tout va bien. Ici, dans ce monde, je me sens de nouveau comme un jouet, une belle poupée en vitrine. Charles Astor regarda longuement sa fille. Puis il se dirigea vers le bureau et sortit une enveloppe d'un tiroir. « Ceci est arrivé à ton nom il y a une semaine, dit-il. Je ne savais pas si je devais te le montrer. » Victoria prit l'enveloppe de ses mains tremblantes. L'adresse du manoir Astor y était inscrite, et dans le coin, une écriture familière. Ethan Coulter, Ranch Coulter, Red Rock, Texas. Son cœur se mit à battre si fort qu'elle craignit de tomber. Les doigts tremblants, elle ouvrit l'enveloppe et déplia la lettre. « Miss Astor, j'espère que cette lettre vous parviendra. Je souhaite vous rendre ce que vous avez oublié au ranch. » Victoria regarda dans l'enveloppe et y vit un petit objet enveloppé de tissu. Elle le déballa et eut le souffle coupé. C'était un simple bouton en cuivre de sa robe de travail, celle de Betsy Thompson. De plus, je dois m'excuser. Ce jour-là, j'ai dit beaucoup de choses Cruella cruelles. J'étais en colère et désemparé, mais ce n'est pas une excuse. Après votre départ, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé entre nous. Oui, vous avez menti sur votre nom et vos origines. Mais vous n'avez pas menti sur la personne que vous êtes devenue ici. Je vous ai vu apprendre à cuisiner, malgré les brûlures et les échecs. Je vous ai vu prendre soin des ouvriers, chanter en travaillant, pleurer sur une chemise déchirée qu'on aurait pu simplement jeter. La femme qui faisait tout cela est authentique. Peu importe son nom ou d'où elle vient, je ne suis pas tombé amoureux de Betsy Thompson. Je suis tombé amoureux de vous, de la femme que vous êtes devenue dans ma maison. Si jamais vous souhaitez revenir, non pas vers Ethan Coulter, le simple éleveur, mais vers l'homme qui est prêt à vous accepter tel que vous êtes, avec votre passé, votre argent et votre vérité. Alors sachez que la porte de ma maison vous est toujours ouverte, non pas comme gouvernante, mais comme la femme que j'aime. Ethan. Victoria finit de lire la lettre et sentit les larmes couler sur ses joues. Son père lui tendit silencieusement un mouchoir. « C'est un homme bien, dit-il songeur. Tous les hommes ne sont pas capables d'admettre leurs torts ainsi. Mais je l'ai quand même trompé, murmura Victoria, dès le début. Et maintenant, demanda son père, vas-tu te punir toute ta vie pour cela? Ou vas-tu vous donner, à lui et à toi, une chance de tout recommencer? Victoria regardait que le bouton dans ses paumes, un simple bouton de cuivre qui signifiait plus que tous ses bijoux. Si je pars, dit-elle doucement, je pars pour de bon, pas en tant que gouvernante sous un faux nom, mais en tant que Victoria Astor qui a choisi l'amour plutôt que le confort. Son père hocha la tête. « Alors, vas-y, dit-il simplement. Ta mère fera un scandale, la société jacassera, mais tu as droit à ton propre bonheur. Et la banque, l'héritage ?» Charles Astor sourit. « L'argent n'est pas une chaîne, ma chérie. Tu peux vivre où tu veux et rester mon héritière. Le monde moderne est viade et vaste. On peut gérer des affaires à distance. » 2 jours plus tard, Victoria se tenait à la gare, vêtue d'une simple robe de voyage, une unique valise à la main. Sa mère pleurait et la suppliait de rester. Son père l'enlaça silencieusement en guise d'adieu. « Tu es sûr ?» demanda-t-il une dernière fois. « Pour la première fois de ma vie, oui, » répondit Victoria. Le train pour le Texas partait dans 1 heure. Une longue route l'attendait, vers un homme qui peut-être ne l'attendait plus. Qui aurait pu changer d'avis ou ne pas lui pardonner? Mais elle devait essayer. Parce qu'Ethan avait raison. Peu importait son nom ou ses origines. Ce qui comptait, c'était qui elle voulait être. Et elle voulait être la femme qui avait choisi l'amour. Un an plus tard, Victoria, désormais Madame Coulter, se tenait sur le perron de sa maison et regardait Ethan travailler dans l'enclos avec de jeunes poulains. Le soleil déclinait, peignant la prairie de teintes dorées. Dans ses bras, elle tenait leur fils, un minuscule garçon aux yeux gris de son père,
et à son menton volontaire. Il était né dans cette maison même, avec l'aide de Maria et du médecin du village. Et Victoria n'avait jamais regretté d'avoir choisi cette vie plutôt que les cliniques confortables de New York. Ethan la vit et lui fit un signe de la main. Un instant plus tard, il était à ses côtés, sentant le cheval, le foin et le foyer. « Comment va notre petit cow-boy » demanda-t-il en caressant doucement la joue de son fils. « Il réclame son dîner, tout comme son père, » rit Victoria. Ethan passa un bras autour de ses épaules, et ils contemplèrent ensemble les vastes étendues de leur terre. « Tu ne regrettes rien » demanda-t-il comme il le faisait parfois dans ses moments de doute. « Quoi donc, ce monde que tu as quitté? Les bals, les théâtres, la belle vie. » Victoria pensa aux lettres de ses parents, aux nouvelles de New York, à ses amis qui épousaient des banquiers et des avocats. « Tu sais ce que je retiens de cette vie ?» dit-elle. « L'ennui. Un ennui constant et gris, alors qu'ici, chaque jour est une aventure. » Ethan l'embrassa sur la tempe, même quand la vache s'est enfuie et qu'on l'a cherchée toute la nuit. « Surtout à ce moment-là » rit Victoria. « À New York, la plus grande aventure, c'est de choisir quel gâteau manger pour le thé. » Le bébé grogna, réclamant de l'attention, et Victoria le serra contre elle. Par la fenêtre de la cuisine s'échappait l'odeur du dîner. Elle préparait du poulet frit, le plat préféré d'Ethan. « Allons-y, » dit-elle. « Les hommes vont bientôt rentrer du travail, et j'ai promis à Tom de faire une tarte aux pommes. »« J'arrive, » acquiesça Ethan. « Juste le temps de me laver les mains. » Victoria le regarda se diriger vers la maison. Son homme, le père de son enfant, le maître de son cœur. Un simple éleveur qui s'était révélé plus riche que n'importe quel banquier, car il savait offrir un amour véritable. Et quelque part, au loin, dans un manoir de la 5e avenue, son portrait était toujours accroché dans le salon, le portrait d'une belle héritière en perles et en soie. Mais cette jeune fille appartenait au passé. Désormais, elle était simplement une femme qui avait trouvé sa vraie place dans le monde. Et cette place était ici, dans les bras du vent texan, sous le ciel infini de la prairie, aux côtés de l'homme qui l'avait aimée non pas pour son nom ou son argent, mais pour celle qu'elle avait choisi de devenir. Et c'était la plus grande richesse qu'elle aurait pu imaginer.